Merci beaucoup Béatrice. Bienvenue à tous donc, dans cette session sur Helicobacter, qui est un sujet que vous connaissez, mais qui bouge, comme vous le savez, régulièrement au fur et à mesure des publications et des recommandations. Je remercie vivement Béatrice de modérer cette session. On a préparé ça ensemble et je salue sa grande conscience professionnelle et son point de vue aussi pédagogique pour essayer de vous rendre ça assez vivant. Alors les objectifs, c'est bien sûr rechercher l'infection, comme toujours, le diagnostic et le traitement d'éradication. Bon, j'ai quelques liens d'intérêt qui ne sont pas des liens personnels, mais qui sont liés à mon appartenance au GEF, dont je suis cofondateur et administrateur, donc un certain nombre d'industriels qui nous soutiennent. Et puis, comme introduction, les recommandations. Donc, elles évoluent. Vous étiez dans les recommandations de Maastricht 4 il y a 2 ans. On est maintenant avec Maastricht 5. Il y a aussi des recommandations canadiennes. Il y a aussi un colloque dont je reparlerai national, enfin un mondial sur la gastrite chronique. Et puis il y a aussi les recommandations auxquelles j'ai participé du GEF en novembre 2016 et maintenant des recommandations qui sont dans un format nouveau qui est le label entre le Conseil national professionnel des pathogastro-entérologie et la HAS. Et c'est surtout de ça dont je vais vous parler puisque j'étais co-chef de projet de cela. Alors, juste un petit mot sur la méthodologie qui est celle des fiches pertinences, une méthodologie particulière, en insistant sur une triple originalité. La première chose, c'est que c'est un double label, ce qui veut dire que les gastro-entérologues d'un côté, nous-mêmes donc, et la HAS ont validé les recommandations, mais qu'elles étaient multidisciplinaires. Et c'est la première fois en France qu'on a fait des recommandations multidisciplinaires. Vous savez qu'Helicobacter, c'est aussi pris en charge par des généralistes, par de nombreux spécialistes. Et on a eu la chance d'avoir un groupe de travail multidisciplinaire, avec en particulier pour la première fois des généralistes du Collège de la médecine générale et d'autres personnes qui représentaient les différents CNP. Et parmi les bactériologistes, il y avait notamment Christophe Burukoa, qui est le président actuel du GEF. L'autre originalité, c'est l'enquête de pratique. C'est la première fois qu'on fait des recommandations en se basant sur des enquêtes de pratique pour voir s'il y a des écarts entre les pratiques et les recommandations. Voilà. Et en plus, on avait des infectiologues aussi pour la première fois, parce que ce sujet, qui est un sujet d'infectiologie pendant longtemps en France, n'a pas vraiment été traité en collaboration avec nos collègues infectiologues. Voilà, je ne vais pas les détailler, bien sûr, la présentation de ce que vous pourrez trouver sur Internet au niveau du site de la HAS. Ce sont donc des fiches de pertinence très simples, une seule diagnostic, une seule traitement, et vous avez pour chaque un algorithme décisionnel sur lequel, bien sûr, nous allons revenir. Premier volet, les indications. Alors, bien sûr, il y a des indications qui ne bougent pas, que vous connaissez, c'est l'ulcère gastrique ou duodénal, qu'il y ait des antécédents ou un ulcère actif, qu'il soit compliqué ou non. Et puis, il y a le problème des anti-inflammatoires dont on parle depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, on est assez d'accord pour dire que c'est surtout en cas d'antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal qu'il faut rechercher l'Helicobacter et l'éradiquer s'il est présent avant une prise d'AINS. La dyspepsie fonctionnelle, qui est maintenant une nouvelle maladie liée à Helicobacter, dont on va reparler brièvement. Et puis, bien sûr, le lymphome gastrique du mal, puisque vous savez que le traitement d'éradication peut guérir de nombreux lymphomes du mal, de bas grade, mais aussi parfois de haut grade. Alors, quelques petits éléments sur les ulcères gastro-duodénales et en particulier sur les AINS. Éradiquer avant traitement par AINS, c'est efficace, ça diminue l'incidence des ulcères, mais ce n'est pas les ulcères, c'est tous les ulcères, et en particulier les ulcères endoscopiques. Et vous voyez ici cette méta-analyse qui est très positive. Cependant, c'est très difficile en pratique de faire une recherche d'Helicobacter chez tout patient qui va prendre des AINS. Et ce qu'on peut surtout recommander, c'est qu'en prévention de la récidive d'un ulcère, s'il y a eu déjà un ulcère, si le sujet va prendre des AINS, il est bon non seulement d'éradiquer Helicobacter, mais aussi de mettre en place une coprescription par IPP. Le deuxième volet, c'est celui des ulcères perforés. Est-ce que la simple suture avec éradication d'Helicobacter pylori suffit pour prévenir la récidive? Eh bien oui. Dans une méta-analyse ici, vous voyez le résultat à 8 semaines, qui sont significatifs, et puis vous vous apercevez qu'à 1 an après l'intervention et l'éradication, en fait, on a une diminution de l'efficacité qui est probablement liée à d'autres facteurs, en particulier le tabagisme, qui donc nécessite une surveillance. La dyspepsie fonctionnelle, c'est une nouvelle cause de dyspepsie, c'est une nouvelle cause, de l'infection à Helicobacter pylori. Or, le problème, bien sûr, c'est que seulement 5 à 10% des sujets qui sont infectés vont être améliorés durablement par l'éradication. La méta-analyse, la dernière que je vous montre ici, celle de 2014, vous montre qu'il y a une différence significative, il y a un gain, mais il faut traiter 15 patients pour en guérir un. Donc ça reste marginal, mais comme vous connaissez aussi les difficultés de prise en charge de ces patients, c'est intéressant à connaître. Et vous avez là donc l'algorithme qui a été présenté par le consensus de Kyoto sur la gastrite chronique, qui permet, en fonction de la réponse, de dire si on a une dyspepsie associée à Helicobacter pylori, ça signifie que les symptômes sont améliorés à 12 mois, ou dans le cas contraire, on revient dans la case dyspepsie fonctionnelle, mais éradiquer Helicobacter dans cette situation permet aussi de prévenir les ulcères ultérieurs ou le cancer.
Les indications principales, celles qui ont un peu bougé, ce sont les facteurs de risque de cancer gastrique. On sait que l'infection Helicobacter pylori est le principal facteur de risque de l'adénocarcinome gastrique. Vous connaissez le lien avec les personnes apparentées à un patient ayant eu un cancer de l'estomac, parents, frères et sœurs, enfants, donc au premier degré. Il y a également, bien sûr, le syndrome de prédisposition au cancer digestif, de type syndrome de Lynch. Les patients qui ont une gastrectomie partielle ou un traitement endoscopique de lésions cancéreuses gastriques, notamment après mucosectomie. Et puis peut-être l'élément un peu plus nouveau et sur lequel on insiste, ce sont les patients qui ont des lésions prénéoplasiques dans la séquence adénome-cancer, dans la séquence, atrophie cancer, donc atrophie sévère et ou métaplasie intestinale ou dysplasie. Et puis, dernière indication qui est particulière, c'est celle de la chirurgie bariatrique. Ce n'est pas parce que la chirurgie bariatrique expose à un risque de cancer, mais c'est que dans certaines interventions comme le bypass, on isole une partie de l'estomac qu'on ne pourra plus surveiller, bien entendu. Alors justement, je vous parlais de ces enquêtes que nous avons faites. Ici, vous avez des enquêtes de pratique sur lesquelles on s'est basé, des enquêtes de gastro-entérologues hospitaliers que vous connaissez, certaines ont été présentées ici, et aussi des enquêtes auprès des médecins généralistes. Eh bien, on voit que concernant cette hérédité cancéreuse gastrique, finalement, il y a une méconnaissance chez près de 40% des généralistes de ce lien et un tiers des gastro-entérologues pour des enquêtes qui ne sont pas si anciennes. Et donc, les recommandations que nous faisons restent bien entendu appropriées. Concernant les antécédents familiaux de cancer gastrique, on dispose d'études cas témoins, elles sont nombreuses, je ne vous les détaille pas et je vous dis simplement que, globalement, si on considère la situation européenne, le risque de cancer gastrique chez les apparentés au premier degré de patients avec cancer est augmenté de 1,8 à 3,5 fois. On dispose d'une méta-analyse qui a été faite par Théodore Roccas qui montre que, grosso modo, quand on prend les patients qui sont apparentés au premier degré avec des patients qui ont un cancer gastrique, ils ont 2 fois plus de risque que la population générale d'avoir de l'hélicobactère, d'avoir une atrophie, d'avoir une métaplasie intestinale. Donc on a vraiment un risque réel. L'éradication d'Helicobacter pylori, c'était aussi une discussion depuis longtemps. Bien, elle peut permettre de prévenir le cancer gastrique, mais dans des situations un peu particulières. Vous voyez ici la méta-analyse qui incluait les lésions prénéoplasiques, qui montrent donc une différence en faveur de l'éradication d'Helicobacter. Il faut simplement voir que cette différence, elle est relativement faible, puisqu'on passe de 1,6% de cancer à 2,4%. Et que, bien entendu, ça dépend aussi des régions où ça se passe. Vous voyez que pour les patients chinois, où l'incidence et la prévalence du cancer sont très élevées, il faut traiter 15 patients chinois pour prévenir un cancer. Par contre, si on prend des femmes américaines, qui ont celles qui ont le plus faible risque, vous voyez, il faut en traiter 245, il faut éradiquer Helicobacter chez elles pour prévenir un cancer. Donc, ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que la prévention d'adénocarcinome gastrique, c'est surtout dans les pays à forte incidence du cancer, ce qui n'est pas le cas chez nous, et en l'absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie, c'est-à-dire qu'il faut intervenir tôt. Dans les autres indications, vous avez ce qu'on a appelé les indications non gastro-entérologiques. En fait, ce sont des indications gastro-entérologiques pour l'anémie fériprive, parce que cette anémie fériprive liée à l'hélicobacter, elle est liée au développement de la gastrite chronique, avec une diminution de l'absorption du fer du fait essentiellement de l'hyposécrétion acide. C'est la même chose pour la carence en vitamine B12 sans cause retrouvée. Et finalement, la seule indication non gastro-entérologique, c'est le purpura thrombopénique immunologique de l'adulte, le PTI. Une indication qui n'est pas très forte. Vous avez eu récemment un PNDS sur le PTI qui a été publié par la HAS, et on considère à juste titre que ça concerne quelques patients en France, a priori. C'est surtout démontré dans des pays comme l'Italie ou l'Extrême-Orient. C'est surtout le cas chez des patients qui ont un PTI modéré. Mais enfin, on va le voir avec la sérologie, on peut détecter ces patients infectés facilement et, bien entendu, éventuellement corriger une maladie qui est chronique. Les IPP au long cours. Alors, nous avons appris qu'il fallait, dans les indications précédentes, dans les recommandations, rechercher l'Helicobacter pylori chez des patients qui prenaient des IPP au long cours et l'éradiquer. En fait, on relativise cette situation et d'abord, on constate que cette indication, qui était pourtant connue chez nous, était finalement connue que chez 58% des médecins généralistes, là, suivant une enquête du quotidien du médecin, et qu'en fait, elle est peu suivie. Si on prend l'enquête de l'INCAT 2013, vous voyez qu'il y a 2% seulement des gastro-entérologues qui s'intéressaient donc à cette indication, alors que déjà à l'époque, on parlait bien sûr de l'éradication sous IPP. En fait, il n'y a aucun cas de cancer gastrique publié sous IPP. Il y a, et Gilles Macken demain en parlera dans son topo sur les IPP, il y a une étude cas témoin qui date de 2006 qui montrait une augmentation du risque de cancer quand on prenait des IPP, mais c'est une étude qui ne permet pas de conclure avec les risques respectifs de l'hélicobacter et des IPP. Cependant, on a des méta-analyses. Vous voyez par exemple la méta-analyse de la Cochrane. Et là, c'est important de voir la durée de traitement. Ils ont pris des sujets qui avaient au moins eu 6 mois de traitement, et elle est négative pour l'atrophie de la métaplasie intestinale. Si on prend une autre méta-analyse qui est plus récente, et que là, on s'intéresse aux patients qui ont pris les IPP pendant au moins 3 ans, le risque pour l'atrophie est très élevé.
Et on a dans cette étude un pic d'atrophie vers 3-4 ans. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait rechercher l'hélicobactère chez des sujets qui vont prendre des IPP pendant au moins 3 ans. C'est très difficile donc de définir vraiment en pratique quotidienne la durée, comment l'évalue-t-on, et puis le rapport coût-efficacité, sachant le nombre de patients qui prennent des IPP. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Maastricht 5 ne recommande plus systématiquement d'éradiquer l'hélicobacter en cas de prise d'IPP. De toute façon, vous allez voir dans nos recommandations, quand on fait une endoscopie, une gastroscopie chez un patient, on fait des biopsies, on cherche l'hélicobacter, on cherche les lésions préanoplasiques. Passons au diagnostic de l'infection. Est-ce que les choses bougent dans ce domaine? Bien, vous connaissez les tests non invasifs. Là, il n'y a pas vraiment de changement pour la sérologie, sauf que la sérologie, finalement, en France, elle est assez peu utilisée et finalement mal utilisée, on va le voir. Or, cette sérologie peut être très performante et on avait fait une évaluation, le GEF et l'AFSAPS, il y a quelques années, des tests sérologiques. On s'était aperçu qu'il y avait des bons et des mauvais tests et souvent, actuellement, les tests qui sont proposés, notamment centralisés, sont des bons tests et qu'il ne faut pas utiliser les tests rapides. Le test respiratoire reste un excellent test. Son AMM a été confirmé très récemment par la commission de transparence, aussi bien pour le diagnostic que pour l'éradication. Le test sur les selles est très peu utilisé en France. C'est un test de laboratoire et puis il n'est pas remboursé, il n'est pas inscrit à la nomenclature, bien qu'ayant des performances à peu près équivalentes au test respiratoire. Alors, on va commencer les questions. Oui, donc on a prévu pas mal de questions. Donc là, vous allez sur votre application et vous aurez la possibilité de voter dès qu'on aura démarré le start vote. Donc, dans quelle situation recherchez-vous l'HP par sérologie? Donc, en 1, le lymphome du Malte. En 2, le patient sous anti-inflammatoire ou aspirine sans symptômes, mais en cas d'antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, sans preuve d'éradication antérieure. En 3, antécédent familial de cancer au premier degré et moins de 40 ans. En 4, purpura thrombopénique immunologique. Et en 5, ulcère duodénal hémorragique. Faites vos jeux. Go. J'ai cliqué, ça dure 30 secondes. Il reste 8 secondes pour ceux qui sont encore incertains. C'est la première fois qu'on utilise ce système de vote au GIFOD. Celui de l'année dernière ne marchait pas bien. Voilà. Parfait. Donc là, évidemment, je vais vous donner les bonnes réponses. On voit que c'est quand même relativement partagé. Alors, on voit qu'il y a 32% des personnes qui ont dit qu'ils ont recherché l'Helicobacter pylori dans le suivi d'un lymphome du Malte. Probablement que c'est parce que ces personnes veulent être sûres qu'il y a de l'hélicobacter ou non au début, mais là c'était dans le suivi non. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est nécessaire, c'est bien sûr de faire des gastroscopies avec des biopsies gastriques. Pour le reste, bon, les AINS, pas de souci. Les antécédents familiaux de cancer gastrique au premier degré avant 40 ans, pourquoi? Parce qu'on considère que c'est à partir de 40 ans qu'il y a une augmentation de l'incidence du cancer gastrique. Donc avant 40 ans, on n'est pas obligé de faire de gastroscopie. Et puis le purpura thrombopénique immunologique, là, vous êtes à 40%, hein, donc c'est une indication que vous connaissez peu, bon, mais elle est plutôt hématologique et médecine interne. Alors, ce qui est intéressant, c'est la dernière question, qui était l'ulcère duodénal hémorragique. Évidemment, vous pensez bien que quand on a l'ulcère duodénal hémorragique, on fait une gastroscopie, on va faire des biopsies, mais il y a un problème que vous connaissez peut-être. D'abord, les biopsies, on ne les fait pas toujours quand il y a plein de sang. Et ensuite, eh bien, il y a une diminution de la sensibilité de la recherche d'Helicobacter pylori en histologie, également en culture, également par le test à l'uréase. Et donc, faire une sérologie systématique, ça permet, quand on a un ulcère qui est très fortement associé à l'Helicobacter, d'éradiquer simplement que la sérologie est positive. Et ça, c'est une recommandation de Maastricht. Donc, pensez à la sérologie dans cette situation. Pour compléter, je pense qu'on a beaucoup d'hémorragies digestives ulcéreuses qui sont sous anticoagulants et que les biopsies ne sont pas forcément le moment idéal pour les réaliser. Tout à fait, absolument. Alors, une enquête de pratique sur les indications des pratiques diagnostiques. Et vous voyez que la sérologie pour le contrôle d'éradication, elle est dans 26% des cas faite par les médecins généralistes. Vous avez 13% après quadrithérapie. Donc là, vous avez du travail d'information à faire auprès de nos collègues, puisqu'on sait très bien que les anticorps persistent. Les indications de la sérologie, en résumé, ce sont celles donc proposées par les hépatogastro-entérologues et la HAS. C'est les sujets de moins de 40-45 ans apparentés à un patient ayant eu un cancer gastrique. C'est les sujets qui ont un antécédent d'ulcère sans preuve d'éradication. Je rappelle qu'ils sont asymptomatiques, ces sujets, y compris avant prise d'AINS ou d'aspirine à faible dose. Et puis, c'est les sujets qui ont un purpura thrombopénique immunologique. Donc, une limitation des indications de la sérologie. Et quelle est la décision à prendre? Si la sérologie est négative, c'est stop. Vu la valeur prédictive négative très élevée de la sérologie, on s'arrête. Par contre, si c'est positif, et ça c'est aussi un élément très important, on ne va pas traiter les patients, parce qu'on ne sait pas quelle est leur lésion associée à l'infection hélicobactère au niveau de l'estomac. On va faire une endoscopie avec des biopsies et on pourra prendre une décision éclairée. Donc la question numéro 2, c'est sur le test à l'urée respiratoire.
Dans quelle situation réalisez-vous ce test? Suivi de lymphome du Malte, patient asymptomatique sous anti-inflammatoire aspirine et sans antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, antécédent familial de cancer gastrique et plus de 45 ans, anémie par carence martiale ou en B12 et systématique après traitement d'éradication en l'absence d'indication de contrôle gastroscopique systématique. T'as lancé? Voilà, c'est parti. 5 secondes. Voilà, et bien là, c'est quand même beaucoup plus tranché. Donc effectivement, hein, si on voit le E, ça c'est magnifique, hein, on est à 93%, bien entendu. Hein, c'est après traitement d'éradication s'il n'y a pas besoin de gastroscopie. Mais pour les autres réponses qui étaient négatives, il y a quand même une certaine variation. Alors, le suivi de lymphome du Malte, là aussi, c'est la gastroscopie, hein, bien entendu, qui est très importante. Hein. Les patients asymptomatiques sous AINS ou aspirine, ça non, hein, sans ulcère. Les antécédents chez les sujets de plus de 45 ans, plus de 45 ans, on a un risque de cancer, donc il faut faire la gastroscopie. Et puis anémie ou par carence martiale ou en B12, il faut savoir quel est le statut de la gastrite, parce que chez un certain nombre de ces sujets, on a une gastrite atrophique ou on a une gastrite très active, et donc éventuellement un risque de cancer, et il faut, le cas échéant, si l'atrophie est sévère, suivre les patients. On continue. Une question un peu chaude que j'avais posée au président du syndicat du SAMAD. Remboursement du test respiratoire, quelle est l'affirmation juste pour vous? Il est toujours remboursé par la Sécu ou il n'est remboursé que dans l'indication d'éradication? Oui ou non? Donc, et même le président du SAMAD ne connaissait pas la réponse, hein, je vous rassure. Voilà, alors donc un tiers, deux tiers. Et effectivement, il faut demander à la Sécurité sociale ce que j'ai fait. Il n'est toujours pas remboursé en forme d'éradication. Alors, il faut faire attention. Ce test a une AMM. C'est un test très performant pour le diagnostic avant et après traitement, sauf que la Sécurité sociale en France ne le rembourse pas. Et donc, théoriquement, si vous l'utilisez, ce test, il faudrait que le patient le paye. Alors, une diapositive sur les indications pratiques des 2 tests non invasifs les plus utilisés. Donc, prise récente d'antibiotiques, moins de 28 jours, ou d'IPP, moins de 15 jours, ce qui est extrêmement fréquent quand on fait une gastroscopie. Vous auriez intérêt à faire de la sérologie, bien entendu. Si vous avez, ce qui est une situation qui est un peu voisine, un ulcère gastro-duodénal avec une gastrite chronique active, or on sait que Helicobacter pylori est responsable de 95% des gastrites chroniques actives. Là aussi, si c'est négatif, peut-être parce que c'est un faux négatif de l'histologie, à cause des IPP ou d'autres choses, la sérologie, si elle est positive, vous pouvez faire le traitement d'éradication. Post-traitement, c'est bien sûr le test respiratoire. Et puis, il y a quand même des indications optionnelles du test respiratoire pour nous, gastro-entérologues. Nous, on ne le recommandera pas en médecine générale. C'est les situations où le patient va refuser éventuellement de faire une gastroscopie, alors sachant qu'il n'est pas remboursé. Et si vous faites le test antigénique des selles, il n'est pas remboursé. Mais il y a un certain nombre d'hôpitaux, puisque c'est une plateforme centralisée, c'est des tests ELISA. Et donc, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui achètent les kits ELISA et qui font en intramuros les tests avant et après traitement. Je crois que là, le deuxième point est très important, parce qu'on est tous à trouver des gastrites chroniques. On fait une recherche d'HP, on les fait bien tout comme il faut, comme on verra tout à l'heure, et on n'a pas d'HP, on est étonné. Donc, en fait, c'est quelque chose que je pense qu'on doit faire très peu. On a une gastrite chronique, il faut demander une sérologie alors qu'on a des biopsies négatives. On a évalué l'état histologique de la muqueuse, mais il faut se débarrasser de l'hélicobacter cilié. Mais ça, c'est un vrai message et ça m'aura apporté au moins ça, parce que je ne le fais pas. Maintenant, je le fais. Alors, on passe maintenant au test sur biopsie, par gastroscopie, avec ce petit rappel. Ces tests peuvent être négativés par la prise d'IPP, donc il faut le savoir, et c'est évidemment important d'utiliser la sérologie. Vous voyez, on a le test rapide à l'uréase. Alors, je ne sais pas, dans la salle, qui utilise le test rapide à l'uréase? Les tests qu'on fait sur les biopsies, il y a, à ma connaissance, 2 ou 3 personnes. C'est un test qui est assez performant, surtout si on le lit rapidement, c'est-à-dire à 15 minutes et en moins d'1 heure. Le seul problème, c'est que c'est à la charge du gastro-entérologue et que ce test, bien sûr, il vous dit qu'il y a de l'hélicobacter, mais il ne vous permet pas d'avoir des renseignements sur la muqueuse, ce qui est l'intérêt de l'histologie. Et dans l'histologie, il y avait un anatomopathologiste d'ailleurs qui était présent du CNP dans le groupe de travail. Il recommande l'immunomarquage. Donc là aussi, méfiez-vous. Tous ces tests sont dépendants de la qualité de l'observation, de la qualité des prélèvements qui sont faits. Et donc l'immunomarquage est performant, surtout s'il y a peu de bactéries. Et ça, c'est le cas quand on est en post-éradication.
et donc pour les fausses éradications. La culture, elle est performante entre de bonnes mains, elle est surtout intéressante, bien sûr, pour l'antibiogramme. Et puis, le dernier né sur lequel on travaille beaucoup, c'est la PCR, la Polymerase Chain Reaction, qui a l'intérêt de détecter l'infection d'une part, et d'autre part de détecter les mutations géniques qui sont en rapport avec les résistances, principalement de la clarithromycine. Ça n'est pas performant pour les autres antibiotiques comme la lévofloxacine. Et vous avez peut-être vu aujourd'hui la présentation de Christophe Burucois sur la PCR dans les selles. La PCR dans les selles, c'est peut-être l'avenir demain, c'est-à-dire faire le diagnostic d'Helicobacter et de la résistance à la clarithromycine simplement sur un prélèvement de selles. Ça n'est pas validé. Et ce qu'on veut faire actuellement, c'est bien sûr valider cette PCR pour les tests sur biopsie et lui permettre un remboursement car elle n'est pas remboursée. Alors, on continue dans nos questions. Donc, dans quelle situation réalisez-vous une endoscopie pour recherche d'HP par biopsie? A. Contrôle du D du stade non compliqué. B. Antécédent familial et plus de 45 ans. C. Avant bypass. D, lors d'une endoscopie même normale faite pour reflux. Et E, anémie par carence, si carence martiale. Ça, c'est vraiment la pratique gastro-entérologique. Hein. Des choses qui ne sont pas nouvelles, finalement. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des très bonnes réponses, hein, on peut dire ça. Puisque, évidemment, l'ulcère duodénal non compliqué, c'est la seule indication à ne pas faire de gastroscopie et à faire un test en contrôle d'éradication. Par contre, tout le reste, vous avez répondu à une très grande majorité. Bravo. Alors, on revient aux enquêtes de pratique. En fait, quand on regarde ces enquêtes, et celles-là donc ont quelques années, vous voyez que les biopsies gastriques, elles ne sont pas systématiques. En particulier, c'est une enquête de l'ANGH qui montre qu'il y a moins de la moitié des gastro-entérologues qui font des biopsies au cours de la gastroscopie. C'était avant. Et je pense que maintenant, effectivement, ça va changer. Alors, juste une petite remarque, c'est qu'on va refaire ces enquêtes de pratique dans 2-3 ans après les recommandations pour vérifier s'il y a une amélioration, bien sûr, des pratiques. Alors, les indications avec biopsie, c'est celle que tout gastro-entérologue connaît. Hein, c'est les patients avec symptômes qui orientent vers une pathologie digestive haute. C'est avec des symptômes comme, par exemple, des symptômes cliniques, mais aussi avec une anémie fériprive ou une carence en B12. C'est bien sûr les patients avec facteurs de risque de cancer gastrique, en particulier les personnes apparentées de plus de 40-45 ans. Et puis les autres facteurs qu'on a vus tout à l'heure, c'est le lymphome gastrique du mâle, c'est l'intervention bariatrique. Je pense que tout ça, maintenant, entre bien dans les mœurs. Tu avais insisté tout à l'heure, je me permets d'insister, parce que là aussi je m'étais fait piéger. Dans le Lynch, il faut chercher l'HP. Et comme dans le Lynch, on fait une colo tous les 2 ans, il faut faire une gastro tous les 4 ans pour aller voir s'il n'y a pas des polypes duodénaux. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que certains d'entre nous ne savent pas, que systématiquement dans le Lynch, il faut chercher l'HP. Et systématiquement, tous les 4 ans, il faut coupler la colo à faire une gastro de contrôle et avec des biopsies gastriques. Hein, pas seulement le duodénum, hein, c'est ça. Hein. Voilà, alors juste quelques études, hein, et surtout il y a beaucoup d'études sur l'évolution des lésions prénéoplasiques. Ici, je vous ai pris une cohorte suédoise à faible risque, donc qui est plus représentative de la population européenne. Vous voyez, au cours du temps, il y avait plus de 30 000 biopsies, 30 000 patients suivis. Vous voyez que quand la gastrite, l'atrophie gastrique, la métaplasie intestinale et la dysplasie, ça progresse au cours du temps. Hein. Donc l'incidence augmente au cours du temps, hein, que ça soit progressif ou sans changement. Et ici, vous avez l'incidence du cancer gastrique en fonction des lésions prénéoplasiques. Et vous voyez très bien cette augmentation importante au cours du temps pour l'atrophie gastrique, pour la métaplasie intestinale, pour la dysplasie. Donc c'est bien confirmé, démontré sur des cohortes importantes. Alors, autre question ? Lors de la recherche des HP sur biopsie, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un examen bactériologique dès la réalisation initiale des biopsies. Vous demandez un examen bactériologique en cas d'échec de votre première éradication. Vous faites une PCR sur biopsie pour étude de la sensibilité à tous les antibiotiques. Vous demandez une PCR pour la recherche des mutations conférant la résistance à la clarithromycine et vous réalisez un test rapide à l'uréase pour remplacer l'examen bactériologique. C'est un peu compliqué là, il y a un peu de tout. Elle est difficile celle-là. Hein. Elle est vicieuse un petit peu, mais c'est très pratique. Hein. Alors, vous voyez, la première. Hein, vous demandez un examen pathologique lors de la réalisation initiale des biopsies, c'est la recommandation clé des nouvelles recommandations. Elle est commune HS, HGE, elle est commune à EGF, elle est commune à Maastricht. Il faut rechercher, et là je vois qu'il y a sur A 26%. Donc on va passer de 26 à un peu plus. Donc on va mais ce n'est pas obligatoire.
Non, ce n'est pas obligatoire, mais on va parler dans un instant des difficultés. Vous demandez un examen bactériologique en cas d'échec d'éradication, là, vous n'êtes qu'à 54%. Là, c'est obligatoire. Hein, vous demandez une PCR sur biopsie pour l'étude de la sensibilité à tous les antibiotiques. Alors, vous ne le faites pas en majorité, et vous avez raison, puisqu'on ne peut pas tester la sensibilité de tous les antibiotiques. Hein. Vous demandez une PCR pour la recherche des mutations conférant la résistance à la clarithromycine. Donc, vous ne connaissez pas trop, hein, je pense, l'intérêt de la PCR pour ça. Et puis, le test rapide à l'uréase, bon, 10%, c'est peanuts. Évidemment, ça ne remplace pas l'examen bactériologique, car on ne fait pas d'antibiogramme avec un test à l'uréase. Hein. On continue? Donc, ça, c'est facile. Tout le monde aura comment faites-vous vos biopsies pour rechercher l'HP? Quelle technique? Une biopsie antrale et une biopsie fundique dans le même pot, 2 antrales, 2 fundiques en pot séparé, 2 antrales plus une à l'angle angulaire dans un pot, 2 biopsiques dans l'autre pot, et seulement 2 biopsies fundiques si le patient est sous IPP. Ça n'a pas changé. Moi, j'ai jamais trouvé d'HP dans le fundus qui n'était pas dans l'antre, mais voilà. Alors, c'est surtout sous IPP hein, que ça peut être intéressant. Et donc là, on a, bon, bah, c'est parfait, hein, 95%. Et je pense qu'il y a 5 ans, on ne le faisait pas comme ça. Ouais, voilà. Donc ça prouve un changement rapide des pratiques. Alors, rechercher les lésions prénéoplasiques, hein, bien entendu, c'est dans le but de prévenir le cancer gastrique et d'éradiquer l'hélicobactère, vous avez bien compris, avant que des lésions irréversibles ne s'installent. Hein, et ce risque d'adénocarcinome, c'est quelque chose qui est malheureusement mal connu et mal pratiqué, notamment par les anatopathologistes en France. Il peut être évalué par la cartographie gastrique des lésions prénéoplasiques. On peut le faire pour l'atrophie ou la métaplasie intestinale. On n'a pas besoin de combiner les deux. Les deux mesures, Olga ou Olgim, sont équivalentes. Hein, et à l'aide de ces 5 biopsies dont on a parlé, eh bien, vous pouvez déterminer le risque. Et en particulier ici, vous avez le risque maximal de cancer gastrique. C'est quand vous avez de l'atrophie ou de la métaplasie à un grade élevé, 2 ou 3, dans l'antre et dans le corps. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les biopsies dans une muqueuse fundique et dans une muqueuse antrale. On continue? Quand vous recherchez une biopsie pour recherche bactériologique, quelle est votre technique? Vous prélevez les biopsies pour recherche bactériologique avant celle destinée à l'histologie. Vous prélevez une biopsie antrale, une fundique dans le même flacon. Vous prélevez les 2 biopsies antrales, 2 biopsies fundiques en pots séparés. Vous placez les biopsies dans du sérum Phi, vous les placez dans un milieu de transport spécifique et vous les adressez dans les 48 heures au laboratoire de bactériologie. Ça, c'est vraiment pratico-pratique en salle d'endoscopie. Hein. Et il y a beaucoup d'erreurs. Et s'il y a une erreur au prélèvement, évidemment, les techniques derrière ne sont pas forcément fiables. Alors, je suis assez intéressé de voir la réponse. Voilà. Eh bien, 45% donc font la recherche avant. C'est assez logique parce que la pince à biopsie, on la paye, elle est à usage unique, et généralement, qu'est-ce que fait l'infirmière? Elle prélève et elle met la pince dans le pot de formol. Du formol sur la pince à biopsie, ça détruit les bactéries. C'est ça dans le voilà. vélo, mais donc ça une seule biopsie, bon là il y a une biopsie entrale, une biopsie fundique, ça suffit. Hein. Bon, une biopsie pourrait être suffisante, mais il est préférable de faire les deux car on peut avoir des hétérogénéités de population. Pour C et D, ça n'est pas la bonne réponse. Hein. Et puis, pour eux, le milieu de transport spécifique, on voit que c'est bien passé dans les mœurs. Hein. Ce milieu de transport est évidemment nécessaire pour Helicobacter, pour préserver la biopsie, et puis vous avez un délai d'envoi de 48 heures. Ne pas placer les biopsies dans le sérum physiologique, sauf si vous les destinez à la PCR. Hein, puisque avec la PCR, ça se conserve très bien. On parlait de la bactério. Voilà. Alors, on passe au traitement, qui est un sujet important. Le traitement. Comment faites-vous? Pour la gestion de la prescription de l'éradication, est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que vous laissez le soin au médecin traitant de le faire? Ou est-ce que vous adressez vos propositions au médecin traitant? Starting vote. Ah, ça n'a pas marché. Ça ne marche plus. Alors, qui répondait A? On va dire un tiers. Qui répondait B? Personne. Et qui fait C? La majorité. Donc c'est effectivement les bonnes réponses, hein, des bonnes réponses pour cela. Et vous avez d'ailleurs, dans le cadre de ces recommandations dont je vous ai parlé, sur le site de la HAS, des modèles types de lettres. Ces modèles, c'est pour que vous n'oubliez rien quand vous parlez à votre généraliste. Et à l'inverse, le généraliste, il a aussi une lettre quand il vous adresse un patient et qu'il y a une recherche d'hélicobactère. Et vous pouvez bien sûr après les arranger et les modifier à votre convenance. Voilà ici, par exemple, les lettres qui sont proposées pour le traitement d'éradication guidée
il y a des choses compliquées, relativement compliquées dedans. Et pour le traitement d'éradication d'Helicobacter pylori probabilis, je vous conseille vivement d'utiliser ces documents que les généralistes connaissent aussi. Alors, les enquêtes de pratique là, concernant le traitement, donc là, on part toujours des enquêtes des gastro-entérologues, des généralistes, mais on a eu pour la première fois la possibilité d'accéder à la base SNIRAM et également à des bases privées qui nous permettent de savoir quels traitements sont donnés. Et avec des chaînages un peu compliqués, ça a été un gros travail de la HAS, on peut savoir quel est l'enchaînement des traitements chez les patients. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats qui sont quand même intéressants. Hein. Prescription de trithérapie empirique, 22% des médecins généralistes. Les mêmes antibiotiques en deuxième ligne de traitement, 28 à 30% des quadrithérapies, et chez 16% des médecins généralistes. Donc si on redonne de la clarithromycine, si ça n'a pas marché au départ, évidemment ça ne marchera pas en deuxième ligne, parce qu'il y a en général une résistance secondaire qui est de 90 à 100%. Pas d'étude de sensibilité antibiotique après 2 échecs, on est à 40% des gastro, tout à l'heure on était aux alentours de 50, 54, 60% des médecins généralistes. Et pas de contrôle d'éradication. Alors nous, on fait ça quand même relativement correctement. Vous avez un tiers des médecins généralistes qui ne font pas de contrôle d'éradication. Alors pas de contrôle d'éradication, on ne sait pas si ça marche. Et bien entendu, le patient continue avec ses facteurs de risque propres. Hein. Donc, faire du DPC. Hein. On a une réunion avec le SEMAT, ça fera partie, je pense, le traitement et la vérification du traitement de l'hélicobactère d'un des objectifs de la pertinence des soins, puisqu'il faudra être pertinent sur la vérification sur le traitement et la vérification de l'éradication. Alors, question traitement. Alors, en première ligne, chez un patient sans allergie à l'amoxicilline, quels traitements sont conformes pour vous? Quadrithérapie séquentielle de 10 jours, quadrithérapie concomitante de 14 jours, quadrithérapie bismutée de 10 jours, trithérapie de 7 jours adaptée aux résultats de la culture ou de la PCR, trithérapie de 10 jours adapté aux résultats de la culture ou de la PCR. On est dans la première ligne de traitement. Sans allergie, et puis bon, sans allergie. Vous connaissez tous ces termes, quadrithérapie, trithérapie, bien entendu. Hein. Alors, les résultats. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Un quart d'entre vous continue à faire du séquentiel. Le séquentiel n'est plus du tout recommandé. On va le revoir, il est moins efficace que la quadrithérapie concomitante. Donc c'est plus du séquentiel, c'est tous les antibiotiques en même temps, 58%. Le bismuth, on voit là la puissance d'information d'un laboratoire qui faisait du bismuth, alors qu'il n'y a plus personne qui fait la promotion de la quadrithérapie concomitante. Et donc c'est une bonne chose, hein, parce que c'est recommandé, 71%. Trithérapie de 7 jours guidée, bon, adaptée non. Trithérapie, vous voyez, il y a très peu de personnes en fait qui font de la trithérapie guidée, adaptée, et il faut la faire pendant au moins 10 jours. Alors après, on peut discuter 10 jours ou 14 jours, mais c'est au moins 10 jours. 7 jours, c'est insuffisant. En cas d'échec d'un premier traitement sans allergie, quel schéma proposez-vous en deuxième ligne? Un switch quadrithérapie concomitante, quadrithérapie bismutée, un switch quadrithérapie bismutée, quadrithérapie séquentielle, switch quadrithérapie bismutée, quadrithérapie concomitante, trithérapie de 14 jours adaptée au résultat de l'antibiogramme sur culture, trithérapie de 14 jours adaptée à la recherche des mutations par PCR. Elle est difficile, celle-là. Alors, en théorie, on devrait avoir moins de 10% d'échecs. Évidemment, ça c'est dans la théorie, c'est dans les essais cliniques où on pousse les patients à prendre des traitements. Dans la vie réelle, c'est peut-être inférieur. On pense qu'elle est quand même supérieure à 85% l'efficacité du premier traitement. Alors, des choses qui sont intéressantes, là encore, ça se partage relativement. Bon, switch quadrithérapie séquentielle, vous voyez, c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, il y avait plus de gens qui répondaient quadrithérapie séquentielle, mais par contre, en traitement de recours, c'est fini, ça a disparu. C'est excellent. La première, passer du concomitant au bismuth, c'est quand même passé dans les mœurs de près des 3/4 d'entre nous. Le C et le D, c'est un peu moins. Hein, vous voyez, c'est un peu moins, alors que vous allez voir, on peut faire l'un ou l'autre. Et l'antibiogramme sur culture, c'est quand même, bon, évidemment, là, c'est aussi passé un peu dans les mœurs, puisque pratiquement les 2/3 des patients, les 2/3 des médecins, ont répondu. Et puis 48% encore sur l'adaptation à la PCR. Encore une fois, pour refaire passer le message, la PCR, c'est la clarithromycine. Quand vous êtes en échec d'éradication, il faut non seulement tester la clarithromycine, il faut tester les autres antibiotiques pour savoir comment on va les combiner. Alors un petit focus sur le niveau d'antibiorésistance, ce sont les résultats tout récents que m'a donné Francis Maigret du Centre national de référence des hélicobactères et des campylobactères. Vous voyez que ce qui est en rouge, c'est les résistances dont il faut tenir compte.
hein, c'est la clarithromycine. Ça n'augmente plus, la clarithromycine. On est entre 20 et 25%. Par contre, la lévofloxacine, l'équinolone, ça augmente. On est à 14-15% et ça va probablement encore augmenter. Et d'autres antibiotiques, bon, celui qu'on utilise en permanence, qui est l'amoxicilline, vous voyez, ça ne décolle pas. Donc l'amoxicilline reste un antibiotique à tout faire, sauf quand il y a une allergie. La rifabutine, qui peut être utilisée en traitement de recours, il n'y a pas de résistance. Et la tétracycline, qui est la combinaison dans le Pilera, pas de résistance non plus. En revanche, pourquoi c'est vert avec le métronidazole et pourquoi d'ailleurs un certain nombre de laboratoires de bactériologie ne testent plus le métronidazole? C'est parce que la sensibilité in vitro n'est pas du tout corrélée avec la sensibilité in vivo. Tout ça parce que c'est des problèmes de difficulté de mettre en évidence cette résistance. On peut tenir compte des CMI, le cas échéant, mais ça, c'est peut-être plutôt quand il y a plusieurs échecs successifs. Alors, vous êtes rendu, ici c'est la fiche HAS-HGE, vous êtes rendu donc à deux situations. Soit vous faites un traitement guidé parce que vous avez pu faire soit la PCR en première ligne, soit la bactériologie en deuxième ligne, ici. Là, on est toujours en première ligne. Soit vous faites un traitement probabiliste. Le traitement probabiliste reste possible compte tenu de la situation actuelle de la réalisation de la bactériologie. Alors vous vous demandez pourquoi une stratégie qui repose sur l'étude de la sensibilité aux antibiotiques alors que pendant des années ici, on vous a dit on n'a pas besoin de s'en préoccuper, il suffit de faire des traitements probabilistes. Pourquoi? Pour préserver l'efficacité des antibiotiques, parce qu'on voit que les résistances augmentent, pour réduire le nombre d'antibiotiques, parce que vous avez vu que dans les trithérapies guidées, on a 2 antibiotiques, mais quand on fait du probabiliste, on a besoin de 3 agents anti-infectieux. Et puis on a aussi des données probantes d'une meilleure efficacité du traitement guidé. La trithérapie guidée est supérieure à la trithérapie empirique dans 2 méta-analyses, avec 16 ou 20% d'amélioration. Et puis l'éradication, quand on fait une trithérapie guidée avec IPP Amox Claritro, qui est notre traitement classique, de 10 jours, ça a été validé dans une étude en Espagne, un peu dans cette configuration que nous avons décrite. C'est plus de 90% d'éradication, c'est 93%. Donc ça marche dès 10 jours. Il n'y a pas de preuve d'ailleurs que ça marcherait mieux à 14 jours, c'est simplement l'idée que plus on allonge la durée de traitement, plus on a une meilleure observance et plus on peut mieux éradiquer. Le problème des obstacles à surmonter, c'est que le nombre de laboratoires qui font en routine la culture et l'antibiogramme, c'est une vingtaine à peu près, donc c'est quand même limité pour une étude systématique. Il y a un remboursement de la culture, pas de la PCR, et vous avez vu que la PCR ne permet pas de tester tous les antibiotiques. Et il y a une grande démarche actuellement que nous faisons, hépatogastro-entérologues, bactériologistes, auprès de la commission de transparence pour qu'on puisse rembourser la PCR, donc un test de laboratoire qui pourrait être mis à la nomenclature et qui permettrait alors de ne pas faire la bactério lors des biopsies, mais simplement de prendre un seul prélèvement pour la PCR. Claritro. Pour la PCR à la Claritro. Voilà, alors, petite synthèse là, du traitement guidé par l'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Donc vous êtes Claries, la trithérapie, c'est ce que je viens de vous dire, c'est IPP amoxiclarithromycine. Vous êtes clarière, si vous avez la possibilité, parce que vous avez fait un antibiogramme, de tester la sensibilité au quinolone, à la lévofloxacine. Si c'est sensible, vous utilisez l'équinolone, évidemment. Et si ça n'est pas sensible, vous faites la quadrithérapie au bismuth. Si vous n'avez pas la sensibilité à la lévofloxacine, vous switchez, évidemment, vous allez directement à la quadrithérapie. Là, on est en première ligne. En cas d'échec, on a un traitement guidé. S'il y a un échec, il y a peut-être un problème d'observance, et là, c'est plutôt un avis d'expert. En tout cas, c'est la position qu'on a prise avec la HAS. En quadrithérapie probabiliste, donc on n'a pas fait d'étude de la sensibilité aux antibiotiques. Vous avez en première ligne soit la quadrithérapie concomitante, soit la quadrithérapie avec bismuth. Pour les puristes, cette quadrithérapie, dans l'état actuel des choses, dans l'attente du résultat du programme de gestion des risques à cause du risque d'encéphalopathie au bismuth qui n'est pas encore clos, normalement, c'est réservé aux ulcères. On l'utilise en dehors des ulcères, il y a une certaine forme de tolérance. Mais je peux vous dire que le PGR... L'AMM est pour les ulcères. Oui. L'AMM est pour les ulcères, que dans le PGR ne montre pas en fait de warning, de signaux d'alarme particuliers avec le bismuth qui est utilisé là pour une durée très très faible. Si vous avez un échec, il suffit de switcher. On passe du concomitant au bismuth, puis ensuite on passe du bismuth au concomitant. Alors le concomitant, bien sûr, c'est 14 jours, le bismuth c'est 10 jours. Pourquoi c'est 10 jours? Parce que c'est l'AMM, encore une fois. Et n'oubliez pas, parce que je vois des généralistes qui prescrivent le Pilera, puisqu'il s'appelle comme ça, il y en a un seul, mais ils ne mettent pas d'IPP. Si vous ne mettez pas d'IPP, c'est-à-dire de l'oméprazole avec le Pilera, évidemment, ça ne marche pas, ou très mal. Et puis, si vous avez un échec, évidemment, endoscopie avec étude de la sensibilité aux antibiotiques. Et la troisième ligne, c'est le traitement guidé, comme on vient de le voir, par la sensibilité. Qu'est-ce qu'on met dans ces quadrithérapies? C'est IPP, Amox, Claritro, Métro, c'est la concomitante. Et dans le Pilera, vous savez qu'il y a du bismuth, de la tétracycline et du métronidazole. Et on rajoute l'oméprazole. Avec la problématique du nombre de comprimés, on pourra y revenir dans la discussion.
Donc l'avantage de ces deux lignes interchangeables, c'est qu'on combine des antibiotiques et des antibactériens dans ces deux stratégies qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas des antibiotiques, on ne réutilise pas un antibiotique inducteur de résistance, en particulier la clarithromycine. On réemploie le métronidazole, mais je vous ai dit, le métronidazole n'a pas beaucoup d'importance et il n'y a pas besoin de tester sa sensibilité. Et quand on regarde les études, quand on fait ces deux lignes, on a 100% d'éradication. Mais évidemment, chez des sujets qui prennent le traitement. Et donc, quand vous aurez des échecs après ces deux lignes, il faudra vraiment vous poser la question de l'efficacité, et bien sûr de l'observance, mais aussi de la tolérance. Et c'est vraiment souvent un problème de tolérance, d'où la nécessité d'une information du patient sur les effets secondaires. Ils sont fréquents, jusqu'à 30-40%, notamment avec le bismuth, mais ils sont mineurs. Il faut que le patient persiste. C'est 10 jours de traitement pour la vie. Alors, on continue sur des questions avec l'allergie maintenant. Donc, en cas d'allergie à l'amoxicilline, en première ligne, quadrithérapie concomitante en remplaçant l'amoxicilline par la lévofloxacine, quadrithérapie bismutée, trithérapie de 7 jours adaptée à l'antibiogramme sur culture, trithérapie de 10 jours adaptée au résultat de l'antibiogramme sur culture. Il ne marche plus le vote. Ça marche plus ? Non, il ne marche plus. Attends, j'ai cliqué. Bon, on va passer à la suite. Alors, donc, allergie à l'amoxicilline, vous êtes en traitement probabiliste, vous faites la quadrithérapie. Vous n'avez pas d'amoxicilline, la quadrithérapie bismutée, il n'y a pas d'amoxicilline. Trithérapie de 7 jours, c'est insuffisant. Vous faites éventuellement une trithérapie de 10 jours adaptée au résultat de l'antibiogramme, sans utiliser, bien sûr, l'amoxicilline. Alors, on va voir si ça marche à nouveau. Non, ils sont dessus. Alors, c'est facile, il n'y a qu'une seule réponse. Voilà. En cas d'échec d'un premier traitement avec allergie à l'amoxicilline, qu'est-ce que vous proposez? Switch trithérapie guidée 10 jours, quadrithérapie bismutée, switch quadrithérapie bismutée, quadrithérapie concomitante avec lévofloxacine. Je vais y arriver. Ça, c'est juste pour savoir si j'ai été suffisamment persuasif dans mon discours. Qui est pour A? Qui est pour A? Il y a quelques mains timides qui se lèvent. Qui est pour B? En quoi la majorité des gens est pour ne rien faire, finalement. C'est ça. Bon, c'est un peu dommage. Donc, en fait, pourquoi il faut faire la quadrithérapie bismutée? Parce que si vous faites du concomitant avec la lévofloxacine, ça n'est pas faux, ça n'est pas une erreur, mais vous avez jusqu'à 15% de résistance primaire à la lévofloxacine. Donc, vous prenez un risque d'avoir un taux d'échec très important. Donc, il est préférable d'utiliser le bismuth. Si vous n'avez pas, bien entendu, ou si le patient ne veut pas prendre le bismuth, alors à ce moment-là, il faut faire soit une endoscopie avec un traitement guidé, soit éventuellement recourir à la lévofloxacine en sachant qu'il y a un risque particulier. Tous ces antibiotiques qui sont inducteurs de résistance, les hélicobactères deviennent résistants lorsqu'on a reçu un premier traitement. Donc si vous avez des personnes qui ont pris, ça a été bien démontré dans la littérature, des macrolides fréquemment, dans les 2 ans qui précèdent, vous avez presque 100% de risque d'avoir une résistance. Si vous avez pris une quinolone, c'est une résistance croisée, dans les 2 ans qui précèdent, vous avez un risque majeur de résistance. Donc vous pouvez aussi par l'anamnèse essayer d'affiner un peu. Donc il faut exclure ceux qui font les infections urinaires et ceux qui font les bronchites à répétition. Oui, c'est ça, oui. Et puis personne. Il vaut mieux tester la sensibilité. Alors, petite précision. En cas d'allergie au bêta-lactamide, donc pour enfoncer le clou, si j'ose dire, vous faites le bismuté, 10 jours, et en cas d'échec, vous pouvez faire la thérapie guidée. Donc là, c'est claritro ou lévo, donc l'un ou l'autre en fonction de la sensibilité, et le métronidazole. Alors 10 jours, 14 jours, on préfère en général, quand on est en traitement de recours, être à 14 jours qu'à 10 jours, mais bon, il n'y a pas de différence dans les études, et passer de 10 à 14 jours, c'est aussi lourd pour les patients souvent, la durée du traitement. Alors la troisième ligne, dans nos recommandations HAS, HGE, on n'a pas statué sur la troisième ligne, parce qu'il n'y a quasiment pas d'études, il n'y a pas de preuves, si vous voulez. Donc on en est resté à des recommandations d'experts et aussi au bon sens. Alors voilà les propositions que nous, on peut vous faire en tant que CNP-HGE, mais qui sont discutables. C'est éventuellement renoncer au traitement. Moi, je suis régulièrement, en tant qu'expert, sollicité comme mes collègues du GEF pour des patients qui sont en 3e ligne, 4e ligne de tas de traitements. Et on sait qu'on aura du mal à éradiquer parce que souvent, il y a un problème d'observance, d'intolérance aux médicaments. Quand est-ce qu'il faut faire une éradication? Quand on a un risque de cancer, mais on peut éventuellement surveiller le patient. Et ça, c'est dans quoi? C'est quand on a des lésions prénéoplasiques. On a vu l'atrophie ou la métaplasie dans l'antre et dans le corps. C'est aussi quand on a une pathologie éventuellement grave. Mais quand éventuellement on peut donner des IPP aux patients ou un traitement symptomatique, ou quand on est dans la dyspepsie,
Est-ce qu'il faut vraiment éradiquer? Et puis quand on a 60 ans ou 70 ans et qu'on n'a pas d'atrophie, est-ce qu'il y a un véritable intérêt? Probablement pas. Donc je pense qu'on peut légitimement en discuter avec le patient et prendre une décision raisonnable. Sinon, c'est à nouveau une trithérapie guidée. Donc c'est refaire une endoscopie, là pas de PCR bien sûr, et puis c'est tester tous ces antibiotiques qui sont là. Donc l'amoxicilline qu'il faut tester parce qu'on peut avoir, si on ne l'a pas testé avant, on peut avoir peut-être quelques patients, vous avez vu 0,9% qui peuvent être résistants à l'amoxicilline, leurs bactéries. La claritro, la lévo, le métro. Alors la rifampicine, c'est ce qu'on teste pour la rifabutine. Ce n'est pas la rifampicine qu'on va donner. On peut aussi tester d'ailleurs l'érythromycine à la place de la claritromycine. Donc si vous avez une réponse d'antibiogramme à l'érythromycine, vous pouvez utiliser cette réponse pour la claritromycine, bien entendu. Et puis les tétracyclines aussi, car on a très peu de résistance, mais on en a quand même un petit peu. Et alors là, il y a tout un champ de discussion extrêmement intéressant sur le fait que peut-être, chez certains patients qui ont une biodisponibilité différente, il faudrait augmenter la dose d'amoxicilline. Quand on a présenté ces travaux à l'infectiologue qui était dans le groupe, il nous a dit « mais c'est quoi? Vous donnez 1 gramme d'amoxicilline matin et soir, mais vous ne savez pas que la demi-vie de l'amoxicilline, elle exige au moins 3 prises par jour ?» Ah ben si, on savait, mais on pensait que pour HP, ce n'était pas nécessaire. Donc 3 grammes, dans ces cas-là, il faut donner 1 gramme matin, midi et soir. On peut donner même parfois des doses plus fortes. Il y a quelques études qui montrent ce résultat. Et puis après, est-ce qu'il y a une différence entre les IPP? Dans la littérature, la différence en termes d'efficacité du traitement, elle n'est pas démontrée, par exemple, entre ce qu'on appelle les IPP de première génération et les IPP dits de deuxième génération, terme qui n'est pas reconnu par la HS ni la Commission de transparence, qui, encore une fois, il y a peu de temps, a dit qu'ils étaient équivalents. Donc, si on prend rabéprazole d'un côté, isoméprazole et les autres, il y a évidemment des différences de termes de biodisponibilité et également de métabolisme de ces médicaments au niveau du foie, avec des métaboliseurs lents, des métaboliseurs rapides, et on a plutôt des inconvénients chez les populations caucasiennes que chez les populations extrême-orientales. Et donc on pourrait plutôt recommander dans cette situation de façon précise d'augmenter la dose d'IPP en choisissant ceux qui sont les plus rapides, les plus actifs rapidement. Les traitements sont quand même assez courts. Et vous avez, avec les IPP standards, une activité antisécrétoire maximale qui est au 2e, 3e jour, alors qu'avec Rabé et Esomé, c'est beaucoup plus rapide. Donc ce sont des pistes. Et si vous utilisez un IPP réversible, qui n'est pas commercialisé en Europe ni aux États-Unis, mais au Japon, vous traitez tous les patients 7 jours avec 2 antibiotiques et vous éradiquez 95% des hélicobactères. Ouais, un IPP réversible. Un IPP réversible, c'est un IPP qui ne se fixe pas de façon irréversible à la pompe à protons et donc qui constamment, dès que les pompes à protons réapparaissent, dès que les cellules se fixent, et donc ça sature en permanence. Et bon, voilà. Mais on n'en a pas, et j'ai discuté avec le laboratoire qui fait ça et qui, pour l'instant, n'est pas très désireux de développer une AMM dans ce domaine. Et puis, bien entendu, troisième situation, c'est solliciter l'avis d'experts. Et là, il y a une hotline qui va se mettre en place pour le GEF. Il n'y a pas que moi, non, il y a le centre de référence de Bordeaux. On parle des gens qui répondent. Oui, c'est ça. Bon, dernier volet, c'est le contrôle d'éradication. Donc, élément quand même qui reste prégnant. Vous avez vu, tout le monde ne contrôle pas l'éradication d'hélicobactères. Là encore, les enquêtes dont je vous ai parlé, 17% de gastro-entérologues ne font pas de contrôle d'éradication. Un tiers des généralistes. C'est ennuyeux. Donc, pour contrôler, mais ça, ils savent tous, sérologie systématique, test respiratoire, recherche d'antigènes bactériens dans les selles si disponible, mais non remboursés, et endoscopie systématique dans tous les cas. Non, ça ne marche pas. Alors, la sérologie systématique, il n'y a pas de doigt qui se lève, c'est merveilleux. Le test respiratoire, je crois une grande majorité. La recherche des antigènes bactériens dans les selles si disponibles. Donc, vous voyez, si disponible, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais sachez que c'est un test qui est très performant pour le contrôle d'éradication également. Donc, moi, si vous êtes dans un hôpital, si vous avez beaucoup de patients, c'est peut-être intéressant d'investir au niveau du laboratoire pour cette détection antigénique. Donc, ça se fait en intramuros. Les selles, c'est aussi facile à récupérer. Ça peut se faire chez les grands enfants également. C'est assez intéressant. Et l'endoscopie systémique dans tous les cas, systématique dans tous les cas, non. Ce n'est pas, bien sûr, indiqué. Voilà, bravo. Et puis, alors là, ça c'est l'ultime question pour être sûr que... Donc c'est là où les médecins généralistes font très souvent très mal. Donc après traitement pour contrôler l'éradication, vous le faites dès la fin du traitement, après un repas test, après 7 jours d'arrêt d'IPP, 1 mois après la fin des antibiotiques, après 15 jours d'arrêt des IPP. Donc ça ne marche toujours pas. En régie, il continue à dormir, voilà. Mais ça c'est la sieste. Donc là, évidemment...
Donc ça, c'est fondamental parce que souvent les patients sont contrôlés sous IPP et on se retrouve avec une éventuelle positivité. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on ne peut pas arrêter les IPP? Sérologie. Une sérologie. Voilà, c'est ça le message, hein, le message fort. Hein. Bon, on termine justement sur les points forts. Donc vous avez ça bien sûr dans PostU. Hein, donc ulcère, gastro-duodénal, lymphome du Malte, dyspepsie fonctionnelle, traitement avant AINS aspirine s'il y a des antécédents d'ulcère. Et là, c'est bien le rôle aussi du généraliste. Vous ne les voyez pas, ces patients. Facteur de risque de cancer gastrique avant bypass. Ça, c'est fait systématiquement puisque c'est dans des unités spécialisées. Carence en fer et en vitamine B12. Quand on fait une gastroscopie, une coloscopie, qu'est-ce qu'on fait? On fait des biopsies gastriques et on fait des biopsies duodénales. Maladie cœliaque, hélicobacter. Il faut que ce soit vraiment systématique. Le PTI, ça ne vous concerne pas directement, mais vous pouvez donner, le cas échéant, un avis, notamment sur le traitement. Les méthodes de recherche, la gastroscopie devrait être réalisée 15 jours après l'arrêt des IPP. Vous avez bien compris aussi que si on ne peut pas arrêter les IPP et qu'on fait une sérologie, on peut toujours tenir compte, bien sûr, de l'histologie pour l'astrophie et la métaplasie. Elle ne régresse pas, au contraire, elle a tendance parfois à progresser sous IPP. Les biopsies avec les deux peaux séparées, les 5 biopsies, c'est bon. L'étude de la sensibilité avec la technique que nous avons décrite, elle est souhaitable, pas toujours réalisable, et on espère dans l'avenir qu'on pourra faire de la PCR. La sérologie est demandée s'il n'y a pas d'indication de gastroscopie. Et le point important, c'est qu'il faut surtout dire à vos généralistes, si une sérologie est positive, eh bien, ça peut être effectivement une infection hélicobacter, mais ça peut être aussi une séquelle si le patient a eu un traitement d'éradication. Et 2, eh bien, ça ne dit pas ce qu'il y a dans l'estomac, et donc il faut aller à la gastroscopie. Le traitement guidé si possible, il faut aller vers ce traitement guidé. Ça sera plus facile avec la PCR. Plus de traitement séquentiel. C'est les quadrithérapies probabilistes, soit la concomitante de 14 jours, soit avec le bismuth de 10 jours, et le contrôle d'éradication par test respiratoire quand il n'y a pas d'indication de gastroscopie. Et là, utilisez les courriers types. N'oubliez pas de le dire à votre médecin généraliste pour que ça soit réellement fait. Et là encore, il faut respecter les délais par rapport à l'antibiothérapie et la prise d'IPP. Et l'information du patient et la coordination sont des points essentiels. Et je peux vous dire que là, à la HAS, on a obtenu un financement pour faire un groupe de travail sur l'information du patient. C'est compliqué, Helicobacter. Il y a des tas de choses. Et donc, on veut essayer de trouver les mots des malades pour leur expliquer la situation et vous faciliter le travail. Voilà, merci de votre attention.